Alors, le Startup Act en Tunisie, on en a beaucoup entendu parler, c'était une vague d'enthousiasme, mais une fois qu'on gratte un peu la surface, au-delà des lois, quels sont les vrais obstacles pour les entrepreneurs? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, on va plonger dans les défis très concrets, que ce soit les lourdeurs administratives ou les mentalités, pour essayer de comprendre ce qui freine vraiment les ambitions sur le terrain. Ok, avant même de regarder tout ce qui est extérieur, l'administration, les banques, le marché, il y a une question qu'il faut absolument se poser. Pourquoi est-ce que tant de projets qui semblent pourtant prometteurs finissent par ne jamais décoller? On va voir que la réponse, bien souvent, est beaucoup plus proche qu'on ne l'imagine. Et les voilà, les 5 raisons principales, les 5 failles qui, d'après les retours de terrain, font échouer la plupart des startups. Conflit entre les associés, pas de vrai marché pour le produit, une gestion de cash désastreuse, une trop grande dépendance aux aides et une gouvernance, disons, un peu fragile. Le plus fou dans tout ça, c'est que la grande majorité de ces problèmes, ils sont internes à la startup elle-même. C'est super important de garder ça en tête parce que c'est la clé pour comprendre tout le reste. Allez, premier gros morceau, on rentre dans le dur, le labyrinthe administratif et financier. C'est souvent là que l'énergie du début commence à s'éroder face à une réalité, disons, un peu compliquée. Alors pour bien comprendre le problème, il faut imaginer quelque chose. Le Startup Act, c'est une super initiative, c'est un peu comme une nouvelle autoroute toute neuve, une voie rapide. Le souci, c'est que cette autoroute, elle a été construite par-dessus un très vieux réseau de routes de campagne, l'administration traditionnelle. Et ce vieux réseau, lui, il n'a pas bougé d'un pouce. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des situations parfois complètement surréalistes. On a des fondateurs de start-up qui se retrouvent à devoir expliquer la loi à leur propre banquier ou à un agent de l'administration. Forcément, le résultat, ce sont des blocages, des retards qu'on n'avait pas prévus et qui peuvent paralyser la boîte. Ouvrir un simple compte en banque, importer du matériel, faire valider un contrat en devise, tout ça peut devenir un véritable parcours du combattant. Bon, imaginons qu'on ait réussi à se frayer un chemin dans ce labyrinthe administratif. Ce n'est pas fini. Un autre mur se dresse juste après, celui de l'argent. Clairement, trouver du financement, ça reste l'un des combats les plus rudes pour une start-up en Tunisie. Et ça se voit très bien ici. D'où vient l'argent? La plupart du temps, des économies personnelles des fondateurs ou de leurs familles et amis. La fameuse love money. Pourquoi? Tout simplement parce que les banques sont encore très frileuses. Le financement de l'innovation, ce n'est pas vraiment leur culture. Elles exigent presque toujours des garanties personnelles, ce qui va complètement à l'encontre du principe même d'une société à responsabilité limitée. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est tellement vrai. Le plus grand danger pour une start-up, ce n'est pas de ne pas avoir d'idées. C'est de manquer de cash. C'est l'asphyxie financière. Parce qu'entre les clients qui tardent à payer, la TVA qui est compliquée à récupérer et les charges qui, elles, tombent tous les mois sans exception, la trésorerie est sous une pression constante. C'est une véritable course contre la montre, juste pour survivre. Ok, on a parlé administration, on a parlé argent, maintenant on passe à quelque chose de moins tangible, mais qui est tout aussi, voire plus important, les défis culturels et humains. Parce qu'au final, une start-up, c'est avant tout des gens. Et là, on a un vrai choc des mentalités. D'un côté, il y a la culture, disons, établie, qui pousse vers la sécurité, le CDI, avec une forte pression de la famille pour avoir un job stable. Et de l'autre, on a l'esprit start-up, prendre des risques, accepter l'échec, tout remettre en question. Ce décalage, on le sent aussi dans les relations avec les grandes entreprises, qui sont souvent très méfiantes et très lentes à faire confiance à une petite structure qui démarre. Et cette friction culturelle, elle a une conséquence très directe sur ce qui est le plus précieux pour une start-up, son équipe. Trouver les bonnes personnes et surtout réussir à les garder, c'est devenu une véritable bataille de tous les jours. En fait, les startups sont prises en étau. Il y a une sorte de triple pression. D'abord, bien sûr, la fuite des talents vers l'étranger. Ensuite, les salaires locaux dans la tech qui ont beaucoup augmenté. Et enfin, un phénomène plus récent, la concurrence des boîtes étrangères qui embauchent des Tunisiens en télétravail, mais avec des salaires internationaux. Pour une jeune startup locale, c'est quasi impossible de s'aligner. Et ça nous ramène aux problèmes internes. Si on se souvient du tout début, une des causes majeures d'échec, c'est le conflit entre les fondateurs. C'est vraiment un point central. Souvent, les créateurs sont d'excellents experts techniques. Ils ont une supervision du produit, mais ils n'ont pas forcément les compétences en management pour gérer une équipe. Et ça peut créer des tensions qui finissent par tout détruire de l'intérieur. Bon, le tableau peut sembler un peu sombre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas impuissant face à ça. Il y a des choses à faire, des outils pour anticiper et pour survivre. Voyons un peu cette fameuse boîte à outils du fondateur. Le plus gros du travail, en fait, se passe avant même de créer officiellement la société. Et ces 4 étapes, elles sont juste non négociables. Par exemple, le pacte d'actionnaires, il faut le voir comme un contrat de mariage. On le fait quand tout le monde s'entend bien pour savoir quoi faire si un jour ça se passe mal. Et valider son produit avec de vrais utilisateurs, ça évite de passer des mois à développer un truc dont, au final, personne ne veut. 18 mois. Ce chiffre est tellement important qu'il mérite qu'on s'y arrête. C'est la durée de survie,
la visibilité de trésorerie que toute start-up devrait viser. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire avoir assez d'argent en banque pour payer toutes les charges, les salaires, les factures pendant 1 an et demi, même si on ne fait aucune vente. C'est le matelas de sécurité qui permet de traverser les tempêtes sans couler. Et une fois que la machine est lancée, le mot d'ordre, c'est la discipline. Ces règles peuvent paraître évidentes, mais on serait surpris de voir à quel point elles sont souvent oubliées. Une compta propre dès le jour 1, ce n'est pas juste pour l'administration, c'est l'outil de pilotage de l'entreprise. Et la règle d'or, ne jamais dépendre d'un seul gros client. C'est une question de survie pure et simple. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Pour s'en sortir, il faut avoir une vision qui soit à la fois pleine d'ambition, mais aussi extrêmement réaliste. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le Startup Act est un outil, un super outil, un accélérateur. Il simplifie beaucoup de choses. Mais attention, ce n'est pas une baguette magique. Il ne va pas créer un marché pour un produit dont personne ne veut. Il ne remplace pas une bonne gestion, une exécution rigoureuse. Le succès, il repose toujours sur les fondamentaux du business. Et ça nous amène à une conclusion assez claire. La Tunisie, c'est un excellent terrain de jeu pour démarrer. Les coûts sont compétitifs, il y a de vrais talents. Mais pour passer à l'échelle supérieure, pour vraiment grandir, le marché local est souvent trop petit. Penser à l'international dès le début, ce n'est plus une option, c'est quasiment une obligation. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question de fond. Finalement, en Tunisie, est-ce que le plus dur, c'est de réussir à lancer son projet localement, ou est-ce que le vrai défi, c'est de réussir à le faire grandir et à passer les frontières? C'est une réflexion stratégique que chaque entrepreneur devrait sans doute avoir, et ce, bien avant d'écrire la première ligne de son business plan.